Bonjour à tous. En 1992, Jacques Séguéla avait écrit un livre, vous vous souvenez peut-être, ça s'appelait « Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». Alors ne dites pas à ma mère que je vais défendre le capitalisme et l'économie de marché, elle croit que je suis bénévole dans une SCOP. Défendre le capitalisme, c'est se faire l'avocat du diable, c'est peut-être pire encore, c'est être le diable soi-même. Vous savez que l'enseignement de l'économie est obligatoire en classe de seconde depuis quelques années. Et bien depuis 2016, vous ne savez peut-être pas, mais il y a un chapitre qui est devenu optionnel dans ce formidable enseignement. Oh, c'est un chapitre pas très important, c'est le chapitre sur le rapport entre l'offre et la demande. C'est le chapitre sur le marché. C'est un peu comme si vous vouliez faire la natation synchronisée sans apprendre d'abord à nager. On a un vrai problème avec ça en France, et d'ailleurs si vous ouvrez, comme on l'a fait à l'Institut Sapiens, un manuel d'initiation à l'économie en seconde, la première chose qu'on vous dit pour vous expliquer l'économie, pour vous expliquer l'entreprise, c'est un grand dessin de Picsou qui nage dans son argent, et on vous dit, mais comment Picsou a-t-il gagné son argent? On dirait qu'en France, il est plus facile de défendre le fascisme, et en tout cas, il est beaucoup plus facile de défendre le communisme. Quel paradoxe de devoir aller défendre ce qui ne devrait, et on va le voir, finalement, même pas faire débat, mais vous savez, comme dans la lettre volée d'Edgar Allan Poe, ce sont toujours les choses les plus évidentes qui n'apparaissent pas immédiatement à l'esprit. Oui, il faut sauver le capitalisme, alors je suis bien conscient que ça va complètement à rebours de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec les 13 minutes qui me restent. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez que le monde va mieux? 41% des Chinois vous diront oui. 3% des Français seulement diront oui. Il y a une sorte de désespérance extraordinaire. On a perdu confiance dans un système qui pourtant nous a rendus si riches, nous a fait vivre dans un monde si confortable. Pour comprendre toute la vertu de l'économie de marché, on pourrait dire du capitalisme, il faut d'abord revenir à ses origines. Ses origines, c'est évidemment d'abord l'humanisme, à partir du XIVe siècle jusqu'à la moitié environ, mettons du XVIe siècle. L'humanisme, c'est quoi? C'est le moment où on a commencé à mettre la religion de côté, on a cessé de dire que la vie serait peut-être mieux après la mort, et que la seule chose qu'on pouvait attendre, c'était l'obéissance à son destin et à la volonté de Dieu. On a commencé à se dire que la vie pouvait être mieux ici et maintenant, qu'elle allait pouvoir s'améliorer avec le temps, qu'on allait pouvoir être maître de notre destin. Il n'y a rien de plus formidable au monde, disait Pic de la Mirandole, que l'humanisme. C'est l'humanisme, évidemment, qui a enfanté la Renaissance, c'est la Renaissance qui a enfanté les Lumières ont enfanté le libéralisme et le système économique dont nous jouissons aujourd'hui. Alors vous avez là le frontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors comme souvent à l'époque, c'est très 1772, c'est très foisonnant, mais vous avez en haut la figure de la vérité. Vous avez deux personnes qui sont en train de dévoiler la vérité. C'est la raison et la science. Les Lumières, ce sont deux piliers. Le premier pilier, c'est que pour la première fois, d'abord on met la révélation divine de côté, et on dit qu'il va pouvoir avoir une différence entre l'opinion et la connaissance vraie, entre ce qui n'est pas certain et ce qui est connu scientifiquement. Or, que voyons-nous? Quels sont les débats aujourd'hui? Les fake news, la disparition de la vérité, et l'incapacité à dire le vrai de plus en plus. Même des vidéos pourront être complètement inventées. Le deuxième pilier de la modernité, des Lumières, c'est la croyance dans le progrès. Le monde n'est pas circulaire, il n'est pas uniquement une épreuve vouée à nous éprouver, nous juger après la mort, il est un endroit où l'on va pouvoir espérer un mieux pour soi et un mieux pour ses enfants. Et un mieux avec quel succès, on le va voir. Alors, l'économie de marché, le capitalisme, qu'est-ce que c'est? Je ne vous assène pas de démonstration, mais c'est un système économique fondé sur quoi? Fondé sur les droits de propriété, le libre-échange et le principe de la concurrence. Trois principes absolument fondamentaux et qui sont liés les uns aux autres. Les droits de propriété, c'est quoi? En fait, c'est le fait que vous n'êtes pas un esclave. Ça veut dire que vous avez la possibilité de conserver le fruit de votre travail, on ne pourra pas vous le prendre.
Si on vous prend le fruit de votre travail indûment, c'est une forme d'esclavage. Vous faire travailler pour d'autres, sans la contrepartie que vous décidez. Donc c'est peut-être le plus important, le plus fondamental. La deuxième idée, c'est le libre-échange. Vous savez que dans la Constitution américaine, il y a l'idée de le droit à la recherche du bonheur. Le bonheur, on l'a comment? On l'a à travers des relations, évidemment, des relations humaines, à travers des échanges de biens et services aussi. Évidemment, des échanges humains, des échanges affectifs, mais aussi des échanges de biens et services. Et en économie, la première chose que, normalement, on apprend en étudiant de première année, c'est que quand vous échangez un bien, c'est que que l'utilité du bien est inférieure à l'utilité que vous avez au bien que vous allez recevoir en échange. Par exemple, l'argent que vous en avez. L'échange est toujours, sauf quand il est évidemment contraint, un échange donnant, gagnant, gagnant. Et le troisième pilier du capitalisme, c'est la concurrence. Vous savez, Montesquieu avait été le premier à remarquer que le pouvoir avait toujours tendance à dériver s'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Eh bien, l'application du principe du check and balances politique dans l'économie, c'est le principe de la concurrence. C'est le principe qu'aucun monopole ne doit être toléré ou qu'au moins ce monopole doit être contestable, ce qui permet à chacun d'entrer sur le marché et qui évite les effets de domination. Alors, quel lien entre économie de marché et progrès? Il y a au moins deux faits qui sont assez incontestables. Le premier, c'est que marché et prospérité vont de pair. Alors évidemment, je vous ai mis Venise, on aurait pu citer les villes de la Hanse, les villes hanséatiques, on aurait pu citer Gênes, on aurait pu citer Amalfi, toutes ces villes dont la richesse extraordinaire a pu leur permettre ou Florence évidemment, a pu leur permettre de construire des monuments qui font encore notre admiration, parce qu'ils avaient réussi en tant que marchands à accumuler énormément de richesses. Pourquoi les gens accouraient dans les villes au Moyen-Âge? Parce que c'était des zones franches, des zones où vous ne dépendiez pas d'un seigneur, et où vous aviez la liberté. Cette liberté, c'était avant tout la liberté du commerce, et c'est celle qui a, à l'époque, enrichi ces villes. Cette liberté, évidemment, elle s'est étendue, mais elle a mis du temps à s'étendre. Parce qu'il faut se souvenir de là où on part. Vous connaissez tous cet homme, vous le connaissez de nom. Il a perdu ses deux parents à l'âge de 10 ans, il a perdu sa première femme, et il a vu mourir 10 de ses 20 enfants. C'est Jean-Sébastien Bach, 1685-1750. Au XVIIIe siècle, l'espérance de vie à la naissance, c'était 25 ans. Pergolèse, l'auteur du fameux Stabat Mater, il est mort à 24 ans. La grande peste au XIVe siècle, en Europe, c'est 30% de la population qui sont mortes. La grande peste au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, c'est 50%, dont Périclès, qui sont morts. En 1849, l'épidémie de choléra à Londres, c'est 14 000 morts. On a oublié tout ça. On a oublié que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'appendicite, c'était 100% de taux de mort. On ne savait pas opérer. Appendicite égale mort. On oublie très très vite les conditions de vie difficiles. On idéalise aussi complètement la vie dans les campagnes autrefois. Quand on nous dit que le paysan était autosuffisant et heureux, je crois qu'il faudrait qu'on envoie les gens faire un stage dans la réalité de ce que c'était qu'un paysan au Moyen-Âge. Les famines en France sous Louis XIV, entre 1693 et 1709, c'est 2 millions de morts. 2 millions de morts dans une population qui, évidemment, n'en comportait pas autant qu'aujourd'hui. Vous avez évidemment l'Angélus de Millet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne voit pas l'extraordinaire progrès, l'extraordinaire confort qu'on a gagné grâce à la révolution industrielle. Pour lever 1 kg à 1 mètre, il faut environ l'équivalent de la force physique de 10 joules. Ça permet de comparer, on pourrait dire, toute l'aide que vous avez aujourd'hui à travers les différentes machines qui vous servent. On peut calculer qu'aujourd'hui, en moyenne, chaque être humain a environ l'équivalent de 38 esclaves pétrole. Comme si un Romain, à l'époque, avait eu 38 esclaves qui vous servaient. Si vous êtes aux États-Unis, c'est entre 130 et 140 esclaves pétrole que vous avez en permanence pour vous aider dans la vie. Chaque citoyen occidental a plus d'esclaves que l'avait probablement l'empereur de Rome à l'époque. Plus de confort, plus d'aides diverses. Exaltante technologie qui fait que
En quelques années, le temps de lecture des radios a été divisé par 2. Si vous êtes là ici, bien nourri parce que vous avez bien déjeuné à midi et confiant du dîner de ce soir, c'est grâce à l'économie de marché, mes amis. La part de la population vivant avec moins de $2 par jour en 50 ans, elle est passée de 50% de la population mondiale à moins de 9% aujourd'hui. L'illettrisme et la mortalité infantile en 25 ans a été divisée par 2. Et les problèmes d'alimentation aussi, les famines, ont reculé de 40%. Depuis 25 ans, ce sont 138 000 personnes qui sortent de l'extrême pauvreté chaque jour, l'équivalent de 138 000 personnes. Alors, vous allez dire, oui, mais vous savez, le bonheur matériel, ça n'est rien comparé au vrai bonheur. Eh bien, les deux sont corrélés. Pinker, Enlightenment Now, un livre que vous devez lire, il y a une corrélation entre le PIB par tête et la satisfaction dans la vie. J'y peux rien, c'est comme ça. Ça, c'était le fait numéro 1. Maintenant, comme souvent à l'université, preuve à contrario. Le fait numéro 2, l'absence d'économie de marché et absence de prospérité vont de pair. C'est quand même assez rigolo. Venezuela, chute des revenus pétroliers, sévère pénurie alimentaire, exode de 4 millions de Vénézuéliens. Allez visiter aussi, alors, je ne vous conseille pas Venezuela, mais allez visiter, j'y étais il y a un an, Cuba. Si vous voulez voir des gens faire la queue devant des rayons vides, c'est un des endroits du monde où vous pouvez encore aller aujourd'hui. Deuxième idée, le capitalisme serait celui qui dévaste le monde. Ce qui dévaste le monde, c'est la multiplication des humains, ça c'est possible, mais il y a peu de systèmes qui aient un pire bilan en termes d'écologie que le bilan communiste. Vous avez ici la mer d'Aral. On pourrait dire que si le dirigisme fonctionnait, l'URSS dominerait le monde. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Vous savez, la mer d'Aral, dans les années 60, les soviétiques ont pris l'initiative de détourner 2 fleuves. En 50 ans, la mer d'Aral a perdu 75% de sa surface, 90% de son volume initial. Évidemment, on essaye, depuis que le communisme est fini, d'aller un petit peu en arrière, parce que c'était pour irriguer les champs de coton. La superficie de la mer d'Aral, en 2000, a été réduite de moitié. On essaye d'aller contre ça et on est en train de recréer un petit peu quelque chose. Maintenant qu'on a vu ces 2 faits, il y a 2 mythes qui font que ces faits, pourtant évidents, n'arrivent pas à percoler, en particulier dans la mentalité française. Le premier, c'est le mythe, Pinker parle de lump fallacy, on pourrait dire, c'est le mythe du jeu à somme nulle, le mythe du fait que l'économie, c'est un gâteau, un peu comme le temps de travail, à se partager, un gâteau d'une taille qui est fixe. Vous voyez ici l'évolution du PIB mondial sur 2000 ans. Ce qui est formidable avec l'économie, c'est que, justement, la taille du gâteau n'est pas fixe, elle grandit, et elle grandit pour tout le monde. Le mythe numéro 2, c'est l'incompatibilité de l'économie de marché avec l'écologie. En économie, on explique que le problème écologique, c'est un problème de tragédie des communs, c'est un problème de passagers clandestins, c'est un problème d'externalités négatives qui ne sont pas prises en compte. Et il faut justement les mettre dans le marché pour qu'on prenne en compte, en particulier, la pollution, ou par exemple, le rejet des CO2. Il faut donc plus de marché, il ne faut pas moins de marché. D'ailleurs, la Californie, qui était quand même un État qui n'est pas totalement réputé pour être l'État le plus socialiste du monde, est l'État américain le plus en pointe sur l'écologie, et même le business s'est révélé extrêmement flexible. D'ailleurs, souvenons-nous, écologie et économie, en réalité, c'est quasiment la même chose. Le oikos, en grec, c'est à la fois c'est le troupeau et c'est l'ensemble de mes possessions. C'est mon patrimoine, c'est ma maison. C'est ça l'oikos. Oikos nomos, c'est les lois de la gestion de la maison, et l'écologie, c'est le discours sur la maison. On voit bien qu'en réalité, il s'agit bien des 2 mêmes choses et que opposer les 2, c'est fondamentalement ne pas comprendre de quoi il s'agit. Alors, pourquoi finalement accuse-t-on tant l'économie de marché? Parce que derrière l'économie de marché, c'est en fait un modèle de civilisation, un modèle de représentation de l'humanité elle-même, en réalité, qui est contesté. C'est cette vénération très rousseauiste. J'aime pas du tout Rousseau, c'est quand même le gars, vous savez, qui a écrit un manuel d'éducation. Forcément, il avait beaucoup de temps, puisqu'il a systématiquement laissé tous ses propres enfants à la porte des églises. Donc ça lui a libéré du temps. C'est le gars qui nous a expliqué que, évidemment, la nature était forcément formidablement bonne et que c'était la société qui la corrompait. Ça s'oppose évidemment totalement à la vision antique, la vision prométhéenne. Prométhée a volé le feu
que les dieux ne voulaient pas donner aux hommes. Le feu, c'est évidemment la première technologie, la mère de toutes les technologies. Il en a été bien puni, le pauvre. Mais nous, humains, ça nous a bien servi, cette vision de la société prométhéenne. C'est, on pourrait dire aussi, l'opposition de ces deux mythes bibliques. Adam, chassé avec Ève du paradis. Alors Ève, elle va enfanter dans la douleur, et puis c'est tout d'ailleurs. Et lui, il va, n'est-ce pas, devoir travailler et gagner le pain à la sueur de son front. L'existence est une punition. On n'était pas fait pour ça, on était fait pour folâtrer avec Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est évidemment opposé à cet autre mythe biblique, l'idée d'Abraham, à qui Dieu dit qu'il aura une descendance plus nombreuse que les étoiles. Et le travail, c'est la réalisation de ce pourquoi l'homme est fait. C'est pourquoi je vous parlais d'humanisme au départ, parce qu'il ne s'agit pas d'une question économique, il s'agit d'une question proprement philosophique, la façon dont nous voyons l'homme et sa vocation. Alors, le capitalisme. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a bien vu que la Chine permettait d'avoir un peu de prospérité sans liberté politique. On peut avoir de la liberté économique sans liberté politique. On ne peut pas avoir de liberté politique sans liberté économique. Il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique, parce qu'elle en est précisément l'expression. Benjamin Franklin disait un peuple qui veut avoir, qui est prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre, et il perdra les deux. Merci.